Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles en Égypte, mais cette fois-ci, on va consacrer notre édition sur le tourisme et le boom touristique actuellement en Égypte. Selon les chiffres, on a dépassé en 2022 le chiffre record de 2019 et nous allons discuter de ce sujet avec notre invité, Dr Raouf Gafar. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par un reportage qui concerne le premier sommet, qui parle du boom touristique en Égypte en 2022 par rapport à 2019. Tous les sites touristiques égyptiens, soit dans les stations balnéaires ou bien dans l'Égypte culturelle, sont pleins. Les hôtels sont pleins de touristes. Reportage. Les voyageurs sont bien de retour en Égypte. Le pays des pharaons a enregistré une croissance touristique très élevée au cours du premier semestre de 2022, avec l'arrivée de 4 900 000 de vacanciers, soit une augmentation de 85,4% par rapport aux visiteurs enregistrés au cours de la même période en 2021. Ces chiffres sont présentés dans le rapport publié par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Le chiffre de 2022 n'est pas surprenant puisque c'est le fruit d'un plan ferme pour le développement du secteur basé sur la diversification du produit touristique et les campagnes de promotion lancées sur différents marchés et soutenues par la plus haute autorité du pays. Il y a un rétablissement du secteur du tourisme en Égypte qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin 2022. D'ici la fin 2022, l'Égypte devrait attirer en total environ 13 millions de touristes. Elle atteindra de la sorte les chiffres enregistrés en 2019 avec 13 millions de voyageurs qui ont visité le pays et des revenus qui avaient atteint un niveau record de 13 milliards de dollars. Quant à l'occupation des hôtels au cours du premier semestre 2022, l'agence a indiqué qu'elle s'est élevée à 52 600 000 de nuitées, soit une augmentation de 63,6% par rapport au premier semestre 2021. L'augmentation du nombre de touristes ayant visité l'Égypte vers la fin de 2021 et au premier semestre de 2022 est une bonne indication de la reprise post-Covid-19 qui a provoqué une forte chute du nombre de visiteurs en raison des politiques de confinement imposées dans le monde entier. On s'attend aussi à une forte augmentation en 2023, surtout avec la reprise des vols russes à destination des stations balnéaires de la mer Rouge. En fait, avec le début de la saison touristique hivernale en Égypte, la compagnie aérienne russe Aeroflot a repris le 1er octobre ses vols vers les villes de Hurghada et de Sharm el-Sheikh après une interruption de plusieurs mois en raison de la ukrainienne. La saison touristique hivernale en Égypte connaîtra une relance non seulement dans les stations balnéaires de la mer Rouge, mais aussi dans les villes de la Haute-Égypte, notamment Luxor et Aswan. Le mouvement touristique dans le gouvernorat se redresse avec le début de la saison hivernale. Il y a une hausse dans la demande de réservation. Le taux d'occupation des hôtels a dépassé les 50%, ce qui est une bonne indication, surtout qu'on est encore au début de la saison d'hiver. Docteur Raouf Gafar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Alors, tout d'abord, quelles sont les raisons de l'augmentation du nombre des touristes visitant l'Égypte en 2022 par rapport à 2021 et 2020 ? Bon, moi personnellement, je n'aime pas faire une comparaison. Nous savons tous que nous avons subi un obstacle assez important dû au Covid, justement, qui a baissé le tourisme, non seulement en Égypte, mais partout dans le monde. Donc, quand ça reprend, c'est qu'on revient aux chiffres qu'on était avant. Mais moi, j'aime que le chiffre augmente. Maintenant que la situation, grâce à Dieu, est stable, etc., nous aspirons à ce que ces chiffres augmentent
d'un an à l'autre, de façon à ce qu'on aboutit à des records sans précédence et vraiment jouir de cette, si je veux dire, une mine d'or. Dieu nous a donné non seulement une chose, mais beaucoup. Et, alors, bref, je veux dire que ça reprend parce que la situation sur le plan sécurité, sur le plan environnement, etc., est meilleure. Donc les touristes vont reprendre et le mouvement touristique va, à mon opinion, augmenter au-delà des chiffres. À quel point ça va 19, aider 19, etc. les citoyens qui travaillent dans le tourisme qui ont souffert depuis 2 ans? Absolument, absolument. Surtout que, comme je viens de dire, le tourisme, c'est une industrie dont nous avons tout ce qu'il faut. Sur le plan, tout, ressources, infrastructures. Et encore une fois, grâce à Dieu, nous avons la diversification. Si on parle de tourisme culturel, nous avons 70% des monuments et des antiquités qui existent dans le monde entier. Oui. Si on parle de tourisme balnéaire, comme vous venez de dire, nous avons sur la mer Méditerranée des plages, du sable, un grand trésor. Sur le plan Sinaï et mer Rouge, nous avons la natation, le snorkeling, etc., encore une fois, qui n'existe pas ailleurs. Donc il y a tout ce qu'il faut pour plaire à tous les différents genres de touristes. Oui, à tous les goûts. Exactement. En été, en hiver, nous avons encore une fois un climat très modéré durant toute l'année qui permet une circulation de touristes presque 11 mois sur 12, sinon toute l'année. Et ça, on a, disons, mis un système pour profiter de tout ça durant toute l'année et augmenter le revenu de cette industrie qui, encore une fois, à mon humble opinion, n'a pas de limite. C'est-à-dire, il y a des pays qui reçoivent 40, 50, 60, 70 millions de touristes par an. Nous ne sommes pas moins. Nous avons, je répète, tout ce qu'il faut pour aboutir à ces chiffres et les dépasser. Très bien. Vous avez mentionné qu'on a travaillé durant les 2 dernières années pour augmenter le chiffre ou bien le nombre de touristes. Quel est le plan? Qu'est-ce que le pays a préparé pour attirer plus de touristes ou bien pour attirer les touristes en général? Bon. Premièrement, le tourisme, encore une fois, à mon opinion, c'est un processus intégré. C'est-à-dire, on parle d'hôtels, on parle de gestion hôtelière, on parle de transportation, on parle de voies aériennes, un long chemin de... Des routes. Absolument, absolument. Donc, du personnel, justement. Alors, tout cela, on s'est bien préparé. Réseau routier, on ne peut pas discuter ce qui est arrivé durant les dernières années. Quand on parle personnel, je sais qu'il y a toujours un entraînement, il y a toujours une pratique qui prend lieu. Il y a des universités maintenant qui enseignent le tourisme, etc., antiquité encore. Donc, comme je dis, c'est un système intégral qui va ensemble. Et ça a été bien étudié. Tous les facteurs ont été bien conçus de manière à ce qu'on bouge d'une manière positive, petit à petit, mais
justement pour arriver à un but qui est bien conçu. Et je pense que le ministre de Tourisme et d'Antiquité a déclaré que son mandat était arrivé au chiffre de 30 millions d'ici quelques années. Espérons que ça ne soit pas si longtemps. Donc c'est un but assez ambitieux, mais qui peut être, à mon opinion, non seulement arrivé, mais on peut le dépasser encore. C'est ça. Durant les 2 dernières années, on a déclaré la découverte de beaucoup de monuments, soit dans la région de Saqqara, soit dans la région de la Haute-Égypte, avec des sarcophages, avec des trésors qui étaient enterrés sous la terre. Est-ce qu'on a bien fait la propagande de ces découvertes à l'étranger, ce qui a contribué à attirer les touristes pour venir voir ces trésors? Sans doute. C'est-à-dire l'ancienne Égypte, c'est une chose merveilleuse. Ça représente pour le monde entier un unique trésor. Et les découvertes, chaque découverte en elle-même représente une valeur ajoutée à ce qui existe, une addition à ce qu'il y a. Et comme on sait, et comme tout le monde d'ailleurs, nous avons peut-être 10 fois plus encore enterré et qui n'a pas été découvert. Alors ces découvertes, encore une fois, sont faites selon un programme bien conçu, des expéditions qui travaillent, utilisant les systèmes et les méthodes modernes pour satellites, etc., pour savoir où chercher. Et je pense que, comme vous l'avez dit, dans les dernières années, on a découvert beaucoup de choses, des sarcophages, des statues, des temples, etc., des villes même. Et je pense que si on va continuer, et les découvertes vont suivre absolument, et de manière à ce que, je me rappelle, un ministre de Tourisme et Antiquité avait déjà mentionné que on peut, à la rigueur, construire des musées dans chaque village en Égypte, de façon à ce que le touriste, n'importe où, il peut trouver quelque chose à voir. Et ça, c'est comme justement tous les pays, il y a des musées partout. On n'a pas besoin de venir au Caire. Oui, on parle du plus grand musée dans le monde. Ça, c'est à voir. Mais si jamais nous sommes, comme vous avez dit, à Luxor ou à Assouan ou Isna, ou n'importe où, il faut trouver encore une attraction pour les touristes. Et nous avons. Exactement. Ouais. Ça va. Là, en tant qu'expert en économie, vu la situation économique dans le monde, la récession, une crise économique qui frappe tout le monde après le Covid et surtout après la crise russo-ukrainienne, comment ça se fait qu'avec ce dont les gens dans le monde souffrent, ils viennent quand même, ils font du tourisme? Psychologique. Oui. Je ne suis pas psychologue, mais je dis c'est psychologique. Quand on souffre, on a besoin de relaxer, on a besoin de s'amuser un tout petit peu. Donc, voyager, c'est encore une jouissance. Beaucoup de monde ont été confinés pour des mois, de longs mois. Emprisonnés. Exactement. Voilà. Donc, cette fois-ci, ils ont la possibilité de sortir. Jusqu'à présent, l'Égypte, sur le plan prix, est raisonnable. Donc, ils peuvent venir changer, exactement, sortir de l'atmosphère lugubre dans laquelle ils ont été, comme vous avez dit, emprisonnés pour des longs mois, venir changer, se baigner. Venir au soleil. Etc. Soleil, sable, plus culturel, certainement. Et à des prix raisonnables, beaucoup moins que beaucoup de pays. C'est pour ça qu'ils viennent, et ils vont continuer à venir.
Et nous sommes les gagnants en tous les cas. Mais je dis, la raison, c'est après être enfermé pour longtemps, il faut un peu s'éclater. C'est là. C'est ça. Même des amis étrangers, français surtout, qui m'ont dit que passer une semaine en Égypte, toute une semaine avec les visites, etc., logement, transport et tout, ça ne coûte pas la même chose que si on vit en France une semaine. Absolument, beaucoup moins. Et encore une fois, ça, ce n'est pas à moi de dire, mais il faut, à mon opinion, changer ceci un tout petit peu. Parce que notre pays vaut être apprécié un peu plus. C'est pour ça qu'il y a des... Il faut augmenter les prix. Exactement, un tout petit peu. Parce que nous recevons toutes les catégories de touristes. Donc il y a les touristes qui sont extrêmement riches et il y a des tours qui sont préparés pour leur satisfaire, etc., sur le plan hôtel, transportation, etc. Et d'autre part, il y a des hôtels un peu moins sur le plan 2-3 étoiles qui peuvent recevoir des touristes un peu moins sur le plan financier, mais qui peuvent s'amuser et passer beaucoup de temps très agréable. Et ce qui me plaît, c'est que on disait celui qui boit de l'eau du Nil, il revient. Mais je veux dire que beaucoup de touristes qui sont venus, maintenant je parle de Hurghada, comme vous l'avez dit, Sharm el-Sheikh, des différentes villes du Sinaï et de la mer Rouge, ils viennent d'une manière presque régulière. C'est ça. Et ça, c'est important, parce que quand on est là et on s'amuse, on rentre chez soi, bon, on parle, on dit oui, nous sommes rendus ici ou là, nous nous sommes amusés, etc., etc. Et la meilleure des choses, c'est qu'ils disent que nous étions bien reçus. Ça, c'est encore l'hospitalité, ça c'est excessivement important. Ouais. Je sens que ça commence à changer vers le mieux, certainement. Et l'art de l'hospitalité est excessivement important pour satisfaire aux touristes d'un côté et pour que les mémoires qu'ils ont de leurs vacances ou de leur temps soient une publicité justement pour leurs voisins, leurs amis, etc. Ça, c'est important. Oui. Là, vous avez dit qu'il faut augmenter un peu le prix d'Égypte, mais au moment des crises comme le Covid ou bien comme la crise russo-ukrainienne, tout le monde fait des offres. Absolument. C'est ce que l'Égypte fait. Absolument. Oui. Moi, je dis, dans les temps difficiles, il faut prendre des décisions difficiles, Voilà. c'est normal. Et on sacrifie, certainement. Mais justement, les choses, on sent que les choses reprennent dans tout le monde et que la situation, bien que crise après crise, on s'est dégagé du Covid, voilà, on a commencé une autre crise très malheureuse avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais je pense que ça va changer. Une fois que ça change, on doit justement s'adapter au changement et offrir un produit qui soit agréable et raisonnable. Bon, on passe à un deuxième angle. Il s'agit du tourisme qui a repris des couleurs ces 2 derniers mois après un recul engendré par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En fait, l'Égypte vient d'adopter un plan visant à compenser les pertes et à relancer le secteur du tourisme, surtout que la Russie et l'Ukraine représentent entre 30 et 40% du tourisme égyptien. Salih Ahmed et Yarashoucha. L'Égypte vient d'adopter un plan visant à compenser les pertes et à relancer le secteur du tourisme. Ce plan repose sur la promotion du tourisme auprès de marchés alternatifs
qu'il s'agisse de marchés traditionnels, notamment européens ou arabes, ou bien de nouveaux marchés en Asie et en Amérique latine. C'est grâce à ces marchés que nous avons réalisé en avril le même taux qu'en hiver, juste avant le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le but, d'encourager les tours opérateurs à programmer des voyages à destination de l'Égypte. Le ministère du Tourisme a décidé de prolonger d'1 an ou de 6 mois le système de subvention accordé aux vols charters jusqu'en avril 2023, surtout avec la variation des prix des combustibles qui ont augmenté de plus de 30% au cours des dernières semaines seulement. En ce qui concerne les nouveaux marchés, il y a une grande demande de la part des pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil ou d'Asie, comme le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan. Dans ces pays d'Amérique latine ou d'Asie centrale, il y a une hausse du nombre de touristes qui optent pour l'Égypte afin de passer leurs vacances et on s'attend à ce que les chiffres augmentent encore, surtout après l'établissement de lignes aériennes directes vers les stations touristiques égyptiennes, surtout Sharm el-Sheikh. L'Égypte a connu aussi une hausse considérable sur les marchés arabes, notamment les pays du Golfe avec en tête l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Grâce à la campagne de promotion du tourisme égyptien lancée sur le marché arabe pendant le mois du Ramadan, afin d'encourager les touristes arabes à visiter l'Égypte pendant l'été, et à l'établissement de liaisons aériennes directes entre Sharm el-Sheikh et Hurghada et quelques capitales arabes. Comme on vient de suivre dans ce rapport, c'est que 30 à 40% du tourisme, ou bien des touristes qui viennent visiter l'Égypte, viennent de l'Ukraine et de la Russie. Alors on a perdu tout ce nombre. Oui. Qu'est-ce que l'Égypte a fait pour compenser? Il y a des efforts pour chercher des autres marchés. Je pense qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour justement essayer d'augmenter un peu la propagande, etc., pour le tourisme. Je me rappelle, au commencement de la crise de la guerre, il y avait beaucoup de touristes de l'Ukraine et de la Russie ici et qui ont été justement coincés. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Je me rappelle que le gouvernement a pris des mesures de manière à presque les inviter pour de longues semaines. Je pense que ça, espérons bien que la crise se termine prochainement, je pense que le peuple de l'Ukraine et de la Russie seront un peu reconnaissants envers l'attitude que l'Égypte a, disons, le service que l'Égypte leur a donné, of course, certainement. Mais je veux dire que on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire il y a beaucoup d'autres marchés qui doivent reprendre, à mon opinion. C'est-à-dire, nous savons tous, par exemple, le marché japonais. Il y avait beaucoup de Japonais, surtout pour le tourisme culturel, qui venaient. On ne peut pas ignorer la Chine. Nous avons entendu des chiffres qui disent qu'il y a 100 millions de Chinois chaque an qui vont faire le tourisme ailleurs. Donc si jamais on peut attirer un 10% de ce chiffre, on est déjà pas mal. Donc il y a des efforts pour essayer inviter, disons, ou bien rentrer dans les marchés. Il y a beaucoup de marchés qui représentaient un minimum de touristes. Il faut justement les encourager, peut-être en leur offrant, comme vous avez dit, des offres sur le plan transport aérien, sur le plan hôtellerie, etc., de façon à ce qu'ils viennent, pour le moment, remplacer les 40% que nous avons perdus. Ça va récupérer, certainement, mais on doit. Et je pense qu'on a bien fait. Et maintenant, le nombre de touristes en provenance de pays, outre l'Ukraine et la Russie, commence à augmenter, ce qui veut dire que nos efforts ont été bien faits. Ouais. Là, dans le rapport, on a mentionné quand même les pays de l'Amérique latine. Yes. Voilà, qu'on a ouvert des marchés, et voilà ceux
ces pays ou bien ces touristes qui viennent d'endroits qui ne connaissaient pas, c'est-à-dire le marché égyptien ne connaissait pas ces touristes auparavant. Absolument. De l'importance de faire... D'ailleurs, l'Amérique du Sud est déjà loin. C'est-à-dire, on parle de 20 heures de voyage, 15 heures de voyage. C'est un long chemin. Mais si jamais on peut vraiment attirer un bon nombre de ces pays, moi je pense que ça c'est une chose excellente. Et je vois que ça commence. C'est-à-dire, beaucoup d'Égyptiens vont à l'Amérique du Sud pour le carnaval, etc., etc. Donc il faut réciproquer. Et maintenant, nous sentons qu'ils n'ont pas d'inconvénient de venir. Et si jamais le transport est facile et raisonnable sur le plan prix, je pense que, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, les dépenses ici seront peut-être un peu moins que ce qu'ils dépensent chez eux. Ah, tout à fait. Absolument. Un autre marché très important, c'est le marché arabe, surtout arabe du Golfe. Alors, comment attirer encore plus? Ça a besoin de plus d'efforts. Parce que nous avons des concurrents, c'est-à-dire Dubaï représente un hub de tourisme vraiment le Maroc exceptionnel, certainement. Et Qatar avec la Coupe du Monde, etc. Moi, je m'attendais franchement à ce que, je pense que ça a été fait, essayer d'attirer un nombre de participants, etc., dans la Coupe du Monde, de passer par l'Égypte d'une manière ou d'une autre en rentrant chez eux. Je pense que on va sentir ça les quelques jours qui viennent. Ce qui m'intéresse, c'est que le ministère commence à penser hors de la boîte, comme on dit en anglais, et trouver des moyens un peu plus différents pour essayer d'attirer ces touristes qui passent, qui volent sur nous pour aller ailleurs. Discipline, encore une fois, c'est une chose importante. Justement, par pur hasard, j'étais au Maroc il y a quelques semaines. Je me suis rendu là-bas quelques fois au précédent. On remarque qu'il y a un changement. Et ça, c'est l'État qui... c'est ça. L'État maintenant intervient pour essayer de changer. On peut sentir un tout petit changement. J'étais justement envers Gouna et Hurghada il y a quelques jours. Vous pouvez sentir que non, il y a un changement vers le mieux de l'année dernière, par exemple. Et ça, c'est un bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a des efforts qu'ils exercent dans cette direction. Et nous étions ravis parce que, comme votre rapport a dit, nous avons remarqué que les nombres de touristes sont beaucoup plus que les Égyptiens. Dans les années précédentes, on voyait beaucoup d'Égyptiens. Cette fois-ci, on voit moins d'Égyptiens et beaucoup d'étrangers, ce qui est pour nous meilleur, certainement. Vous avez parlé des changements ou bien rénovation des sites, etc. Mais là, on peut dire qu'il y a beaucoup de rénovations dans le site des pyramides. Dans tous les sites, même à Luxor, à Assouan et tout, on trouve partout des changements pour le mieux. Absolument. Par exemple, avec la construction du musée, du grand musée, on a justement construit un aéroport juste à côté pour s'en servir. C'est-à-dire, comme je viens de dire, la conception est entière. On n'oublie pas que le touriste veut venir. Maintenant, il y a le nouveau aéroport de Sphinx qui est juste à 2 pas. Et on commence à attirer les touristes qui viennent pour juste overnight, comme on dit, une nuit, ou peut-être ils viennent le matin et ils quittent le soir pour visiter le grand musée. C'est un genre de tourisme
que nous ne savions pas avant ça. Les nouvelles méthodes et le changement qui arrive dans tout le monde nous forcent à trouver des moyens. Par exemple, sur la mer Méditerranée, il y a maintenant beaucoup d'hôtels qui attirent des touristes presque 10 mois par an. Et ils tous les Arabes, là. Absolument, Arabes, et même vers Barça Matroux, etc. Il y a des Allemands qui viennent, ils s'amusent, et ils ont un climat parfait. Maintenant, on doit mentionner encore un nouveau genre de tourisme, c'est le tourisme des yachts. Maintenant, il y a des marines partout. Donc, ça, c'est encore une... À El Gouna, absolument. À El Gouna, à Marassi, partout. Je ne veux pas mentionner des noms pour que... Mais en principe, voilà. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est important. Il y a le tourisme des conférences. Maintenant, Sharm el-Sheikh est un hub de conférences. Voilà, on vient d'avoir le COP 27. On va en parler tout à l'heure. Bon. Là, vous avez mentionné le grand musée du Caire, juste à côté des pyramides. Qu'attendez-vous de cette inauguration? Est-ce que ça va changer le plan du tourisme en Égypte? Bon, je peux m'imaginer cette zone, comment elle sera d'ici peut-être 1 an ou 2. Nous parlons d'une zone vraiment unique, c'est-à-dire il n'y a que cette zone dans la planète. Oui. Donc, au moins, il y a les pyramides. Absolument, absolument. Donc, pyramide d'un côté, et puis sûrement, ça sera lié d'une manière ou d'une autre, probablement très bien conçu, pour que les touristes vont d'un endroit à l'autre, tout en prenant garde de l'environnement. On parle d'énergie verte, donc ça sera probablement des véhicules électriques pour se déplacer. Oui. Absolument. Et puis de l'aéroport, tout c'est à 2 pas. Alors moi, je pense que cet endroit sera quelque chose de vraiment éblouissant. Et à côté, il y a Sahara. J'ai vu qu'il y a des travaux qui commencent là-bas. Passat, c'est un endroit vraiment de quoi parler. Ouais. Alors, je pense que certainement, ce musée, ça va représenter... Nous avons justement, on parle de musée, on parle du musée de Renaissance qui vient d'être inauguré il y a quelques mois. Maintenant, si vous allez là-bas, vraiment, c'est un centre culturel, touristique, fantastique. De toute la région, fantastique. Et ça a changé justement la façade de tout cet endroit qui était des bidonvilles il y a juste quelques années. Oui, voilà. C'est le vieux Caire et tout. Exactement. Alors, j'aimerais bien faire la propagande. Alors, ce que Dr Raouf vient expliquer, c'est la splendeur. C'est-à-dire, imaginez la grande pyramide de Khéops avec sa grandeur, etc., etc. Et puis, juste à quelques pas, il y a le plus grand musée archéologique au monde, avec tout ce qui est statues, statuettes et trésors de toutes les familles égyptiennes avant Jésus-Christ, c'est-à-dire je parle des différentes époques pharaoniques. Bon, je passe à notre troisième angle. Les yeux du monde étaient rivés sur l'Égypte lors de la tenue de la COP 27. Le ministère du Tourisme a saisi cette occasion pour faire la promotion du tourisme égyptien. Une civilisation inspirée de la nature, telle est la nouvelle campagne lancée à l'occasion par le ministère et par l'organisme de la promotion touristique. Elle se poursuit pendant quelques mois et va de pair avec la stratégie de l'État qui vise à attirer environ 30 millions de touristes d'ici 2030. Le ministère du Tourisme a lancé une nouvelle campagne promotionnelle exploitant la réussite de la COP27. L'objectif est de promouvoir le tourisme durable en Égypte et d'inviter les voyageurs à la visiter pour découvrir les atouts du pays des pharaons tout en respectant l'environnement. Cette campagne, qui se poursuit pendant quelques mois, cible les principaux marchés du tourisme égyptien, notamment l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, les États-Unis ainsi que les pays arabes.
À l'heure où le secteur touristique égyptien reprend progressivement des couleurs, nous voulons mettre à profit la COP27 qui est un événement très important sur le plan mondial pour consolider cette reprise du tourisme, explique le président de l'ETA. Selon lui, l'organisation des conférences en Égypte signifie le retour en force du pays sur la scène internationale en tant que pays capable d'organiser de tels grands événements. Les infrastructures et les atouts de la ville de Sharm el-Sheikh ont présenté l'Égypte comme une destination touristique aussi belle que sûre. Pour sa part, la directrice du département de la promotion touristique à l'ETA indique que cette campagne est suivie de la diffusion de films promotionnels qui mettent l'accent sur les différentes destinations touristiques égyptiennes et la biodiversité qui les caractérise, ainsi que la diversité culturelle, environnementale, voire patrimoniale. Le matériel promotionnel du tourisme diffusé lors de la conférence et les visites organisées pour les invités aux sites historiques comme les pyramides, le musée de la civilisation au Caire ou le monastère de Sainte-Catherine ont reflété la diversité du produit touristique égyptien. Les flux touristiques en Égypte dans la période suivant la conférence devraient augmenter, surtout après que le National Geographic a déclaré l'Égypte parmi les 25 destinations touristiques internationales qui méritent d'être visitées. Alors, docteur Raouf Ghaffar, je rappelle que vous êtes expert en économie. La COP27, comment on a profité de la tenue de la COP27 à Sharm el-Sheikh? Les yeux du monde étaient centrés vers cette station balnéaire pendant presque 3 semaines, avec la présence de tous les chefs d'État du monde, ou bien les hauts responsables. Est-ce qu'on a bien déjà profité de cet événement? Je pense que oui, un grand oui, parce qu'on a très bien préparé. D'ailleurs, tout le monde a confirmé, en commençant par le secrétaire général de l'ONU, et tous les dirigeants, tous les chefs d'État, que le COP27 a été le plus grand, et le meilleur organisé dans les 27 COP qui ont été faits avant ça. Et la ville de Sharm el-Sheikh, c'est un exemple vivant. On a donné tous les exemples. On a montré que l'énergie... Une ville verte. Énergie renouvelable, énergie propre d'un côté, réception parfaite. Il n'y avait pas de problème sur le plan avion. Surtout que c'est une affaire c'est difficile, les logistiques de ce genre de conférence où il y a 50-60 000 personnes qui assistent. Entre autres, il y a les dirigeants des plus grands pays. Ça a un système de réception et ça a un autre, mais tout a été vraiment orchestralisé d'une manière parfaite. Et tout le monde, il n'y avait pas de remarques, tout le monde a passé un temps excellent. Toutes les sessions ont passé très bien organisées. Sur le plan même médias, etc., ils ont été partout. Ils ont couvert cette COP d'une manière impeccable. Donc, c'est-à-dire, c'était un programme très bien conçu, une exécution immaculée. Et je pense que ça va aider fortement à changer l'image de l'Égypte sur le plan tourisme, surtout, comme on parlait il y a quelques instants, du tourisme de conférences. Il y a beaucoup de conférences qui prennent lieu et Sharm el-Sheikh, c'est une des destinations qui est vraiment parfaite pour ce genre de tourisme. Alors bref, le COP27 vraiment a rendu grand service au tourisme égyptien à cause, comme je viens de dire, que tout a bien passé, du commencement à la fin. Et ça, c'est une chose qui
vraiment un point qui est marqué sur le trajet du tourisme égyptien, à mon opinion. Est-ce que les autorités du tourisme égyptien ont profité de cet événement vraiment, c'est-à-dire ils ont pu faire une bonne propagande? Absolument. Même avant, il y avait une propagande, malgré que ça c'est une conférence complètement préparée par l'ONU, c'est-à-dire c'est eux qui l'organisent, etc. Mais ils comptent 80% sur les pays qui ôtent ce genre de... Non, l'ONU organise à l'intérieur. Je sais, c'est pour ça que... Mais c'est ça. Pays. Alors, il y avait toujours, ailleurs, je parle en Europe, etc., il y avait beaucoup de propagande. Et moi, je connais des gens qui ont dû participer, pas nécessairement parce qu'ils avaient grand-chose à faire là-bas, mais parce qu'ils voulaient justement profiter de cette occasion pour voir ce qui arrive. Et il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui ont participé pour justement voir qu'est-ce qui arrive. C'est pour ça que je dis que l'impact va être très positif et c'est dû à une préparation vraiment bien faite et une exécution sans faute, presque. Donc, c'est ça, c'est le genre d'événement qui vraiment marque justement qui donne une impression très positive sur l'Égypte. Très bien. C'est ça. Une dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste vis-à-vis du retour de plus en plus des touristes en Égypte? Absolument. J'étais toujours avec la conviction que le tourisme pour l'Égypte, c'est la chose la plus importante pour l'économie. Oui. C'est sans limite. On peut aboutir à des chiffres vraiment incroyables. L'infrastructure est presque là. On peut justement la développer. Un petit entraînement ici, un petit fine-tuning, comme on dit en anglais, et un maquillage là, on peut vraiment devenir une des destinations les plus grandes et les plus célèbres dans le monde. Je vous remercie beaucoup. Merci. Raouf Gaafar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.